Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission En direct de chez vous. Nous voici à 20 km au sud-ouest d'Angoulême, sur la commune de Val-des-Vignes, plus exactement à Pétignac ou encore plus précisément au domaine musical de Pétignac. Il y a quelques mois, nous étions venus découvrir cet écrin d'où les notes de musique s'envolent comme un baume pour nos oreilles. Ici, on dorlote, on soigne, on ressuscite, on expose, on loue, on accorde, on vend des centaines de pianos depuis plus de 35 ans. Le maître des lieux, créateur et grand ordonnanceur de cette fabuleuse boîte à musique, reconnue au national et à l'international, du musicien débutant au plus grand virtuose, c'est Gérard Fauvin. Il est tombé amoureux de cet endroit en découvrant la Charente il y a bien des années. Depuis, la maison est devenue un incontournable de la musique et de la culture dans notre département et bien au-delà. Mais c'est aussi un lieu de vie, un lieu communautaire où hommes et instruments vibrent au même diapason. Gérard, bonjour, merci de nous recevoir chez vous pour la seconde fois. Et peut-être pas la dernière. Souhaitons-le. En effet, nous étions restés sur notre faim lors de la première émission, car dès que l'on vous suit dans votre passion, c'est comme un lien d'accoutumance, comme un bon chocolat. On mange un carré et à la fin, on mange la tablette. C'est pour continuer à croquer des notes en votre compagnie que nous sommes de retour chez Fauvin, l'enchanteur. Alors Gérard, après cette introduction, c'est un vrai bonheur de nous retrouver chez vous, dans votre bureau, entouré de 1000 disques et de tas de choses, et même d'horloges, car tout le monde ne le sait pas, mais vous vous intéressez aux vieux mécanismes et à l'horlogerie. Mais donc du coup, qu'est-ce que nous allons faire dans cette émission d'En direct de chez vous qui va durer un certain temps? Eh bien, Jean-Michel, je propose aujourd'hui qu'on fasse un petit peu un voyage dans le temps. Avec plaisir. Ah, on va retour vers le futur. Retour vers le futur, et évidemment, au lieu de prendre un véhicule, on va prendre un instrument de musique. Par exemple, le piano. Ah tiens, c'est une bonne idée. Ça, c'est une idée. Alors, on vous suit. Où va-t-on? Je propose que l'on redescende sur Terre, là où l'on fabrique les pianos, et donc passons directement dans les salons. Alors, là, on se trouve, j'accroche mon fil de micro, on se trouve en haut d'un escalier colimaçon. On va descendre, voilà, parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on arrive au domaine musical de Pétignac, on sonne à la porte et on vous ouvre. On est dans une entrée où il y a déjà 2 pianos qui trônent et ensuite une enfilade de salons où sont exposés les pianos qui sont non seulement des pianos, mais j'allais dire à travers les doigts de Gérard, de vraies personnes. Alors, nous voici dans le premier salon. Sur ma droite, un Steinway. Sur ma gauche, un Steinway. Voilà. Oui, on est dans Gérard est en train de... la plus prestigieuse, parce que cette salle, c'est la salle des Steinway. Mais je ne voudrais pas qu'on croie que Fauvin, c'est Steinway. Non. Fauvin, c'est plutôt, c'est embêtant de le dire moi-même, mais l'amour des pianos. L'amour de tout ce qui est beau. J'ai vendu des très beaux pianos à un tout petit prix et j'ai vendu des très beaux pianos à des grands prix. Mais en commun, il y a le même soin, le même travail fait par les mêmes personnes pour que ce qui est au départ un machin qui fait du bruit devienne un objet de bonheur qui va rythmer la vie d'une personne, la vie d'une famille. Et ça, c'est ce qui me donne tous les matins l'envie de me lever et de continuer à travailler. Bien. Alors, on avait suivi tout votre parcours, votre formation dans la précédente émission, donc à réécouter en podcast et sur rcf.fr. Mais en même temps, aujourd'hui, on va aller toujours dans le même sens, dans le même son, j'allais dire, mais différemment. Alors, maintenant que nous avons vu la première pièce, nous repartons dans l'entrée et Gérard... Je propose de jeter une oreille sur 2 pianos face à face. Le premier qui est un piano de 1909, un vieux Pleyel. Alors, on l'avait fait dans la première émission, oui, mais on va le refaire sonner avant de repartir. On va surtout le faire sonner
à peine 1 seconde ou 2, et faire sonner celui qui est en face, qui est un instrument résolument contemporain, résolument plein de couleurs. Un piano peint par mon épouse, d'une petite marque allemande de l'Est. Et on va voir la différence fondamentale entre un vieux piano d'autrefois voilà, ça c'est typiquement un son Pleyel. Et là, en face, quelque chose de complètement différent. C'est plus brutal, c'est du petit piano que les gens appellent piano d'étude, que j'appelle piano d'apprentissage. Eh bien pourtant, je le dis et je le répète, le bonheur n'est pas de jouer sur un piano fabuleux, le piano c'est de faire quelque chose de fabuleux sur le piano qui est en face de soi. Et là, voilà un piano que je veux vous montrer. C'est un piano qui va me quitter bientôt. Ce piano a fait des heureux pendant 2 ans sur la Charente. C'est un Steinway, c'est un de mes pianos de concert. Et ce piano a frappé les oreilles d'un ami hollandais qui s'était juré de m'acheter un piano. Ce piano, qui sera d'abord l'instrument de son plaisir à lui, à Leiden, à côté d'Amsterdam, est destiné à devenir le piano qui toute sa vie accompagnera Kotaro Fukuma, l'immense pianiste japonais. Semaine et demie, ce piano aura quitté le domaine. Alors Gérard, ce piano, il a été dans plusieurs salles de concert de Charente, il a été joué par des virtuoses, peut-être des moins virtuoses, et il va emporter tout ça chez votre ami. Oui, et tout ce que ses amis musiciens ont investi dans ce piano, leur sueur, leurs difficultés, leur angoisse, leur bonheur, leur joie, leur fierté, tout cela fait que ce piano qui aujourd'hui a 2 ans, je laisse les auditeurs juger. Je viens de racheter un piano identique, le prix d'une petite maison, et ce piano qui vient d'arriver, il est magnifique et il est sans intérêt. Il n'a pas vécu, il n'a pas vibré, il n'a pas transporté des cœurs autour de lui. Ce piano qui part devrait être en réalité plus cher que le modèle neuf, parce qu'il est chargé d'émotion, de douceur, de tendresse, de colère. C'est comme si vous me parliez d'une voiture de collection. Absolument. D'ailleurs, puisqu'on parle de voiture de collection, on va y passer tout de suite. Alors, allons-y, allons-y. Donc, Gérard, là, vous nous emmenez où? Donc ça, je voulais montrer. Alors. C'est un Steinway, ce que l'on appelle das sogenannte plus beau piano du monde. Das heißt, c'est le piano que tous les pianistes rêvent d'avoir chez eux, le modèle B211. Un piano qui, dans cette pièce, ne sonne pas bien parce que ma pièce est trop petite pour un piano de cette puissance que les Français appelleraient demi-queue. Je dois reparler une nouvelle fois de mon amusement face à l'esprit français. Monsieur Pascal, Monsieur Descartes, ces gens-là se sont bien amusés de l'esprit français. Dans tous les pays de la Terre, on aligne des pianos à queue et on dit celui-ci fait 1,55 m, 1,88 m, 2,11 m. Et ceux qui sont autour comprennent que 2,11 m, c'est plus grand qu'1,88 m. Mais les Français sont malins. Alors, et celui-ci, Monsieur Fauvin, c'est un demi-queue ou un quart de queue? Ah, c'est un demi-queue. Ah, c'est trop grand, il ne rentrera pas chez moi. En quart de queue, qu'est-ce que vous avez? Et là, je montre le même piano que je possède en 2 exemplaires. Celui-ci, c'est un quart de queue.
Ah, ben c'est exactement la taille. Ah oui, il est mieux que l'autre. L'autre est trop grand. Ils ont exactement la même taille. Parce qu'1,88 m, c'est le grand quart, et 1,88 m, c'est le petit demi. Alors, autrement dit, on aime les mots. Un piano d'1,50 m, tout rikiki, un piano d'1,48 m, tout rikiki, est classé dans la catégorie des quarts de queue. Non, les quarts de queue, les demi-queues, les crapauds, les trois quarts de queue et les grands queues, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Oui, enfin, on ne peut pas pousser les murs non plus. Alors comment, comment vous ressentez, j'allais dire, l'intérieur des gens qui viennent vous chercher un piano pour pouvoir que ce piano soit aussi en harmonie avec leur décoration? Autrefois, je vendais des pianos. Aujourd'hui, la première chose que je dis aux personnes qui me rendent visite, c'est ne comptez pas sur moi pour vous vendre un piano. Moi, je vais vous montrer des choses. Je ne veux pas savoir ce que vous cherchez. Je ne veux pas entendre parler de budget. D'abord, on va relire Le Petit Prince ou Jonathan Livingston, Le Goéland. Et là, on va créer des liens. Je vais écouter mes pianos avec vos oreilles. Et pour ça, grand professionnel, je triche. Puisque quand je leur joue les pianos, ce qu'ils ne voient pas, c'est que dans la laque brillante, je regarde leur visage. Et je vois si ça leur plaît, si ça leur plaît pas. Et ils ont toujours raison. Les gens qui viennent et qui me disent on n'y connaît rien, je dis vous avez de la chance. Parce qu'il y a des gens qui viennent avec des idées préconçues. Oui, j'ai lu sur un forum que tel piano... Oh, monsieur, je vais vous demander de laisser à la porte tout ce que vous croyez savoir. Ici, j'exige de mes clients, ou plus exactement de mes visiteurs, un électroencéphalogramme de poireaux bouillis. Vous voyez ce que ça donne? Tout ce qu'on vous a dit, c'est faux. Parce que tout ce que l'on dit n'est jamais la vérité. Ce n'est qu'une partie de la vérité. C'est la vérité de celui qui l'a dit, et encore. Donc, je joue des pianos, et il va y avoir dans vos tripes les 20% de neurones qui sont là dans la boudine. J'aime, j'aime pas. C'est la seule chose qui compte. À partir du moment où j'aurai trouvé le type de son qui vous plaît, et tiens, au lieu de donner des mots, si vous me suivez... Oui, je vous suis parce que écouter pour quelqu'un qui aime les tripes, vous ne manquez pas d'estomac. Vous ne manquez pas d'estomac. Allez, on y va. Voilà un premier piano. Un piano fabriqué en Europe il y a une quarantaine d'années. Et voilà un deuxième piano de provenance, on va dire, nettement plus asiatique. Gérard Fauvin préfère le premier son. Mais on s'en fiche, ça ne nous intéresse pas. Ce qui est intéressant, c'est pas ce que moi j'aime. Ce qui est intéressant, c'est ce que la personne qui est venue en confiance me dire « je cherche à adopter un instrument », je lui trouve le son qu'il aime. Si quand je joue ces deux pianos, la personne me dit « ah ouais, celui-là il est sourd », mais celui-là il est beau, le deuxième. Ah, eh bien je vais le guider vers des pianos qui sont plus brillants, parce que c'est les mots qui nous induisent en erreur. C'est-à-dire que vous transformez les mots des gens en notes de musique. Oui, et les gens, au lieu de me confier des mots, me confient leurs émotions. Si je vous disais la quantité de larmes versées ici à Pétignac en 36 ans, des gens qui m'ont confié le vieux piano de Tante Adèle et qui reviennent au bout de 9 mois et découvrent un instrument magnifique. Et là, la dame se met à pleurer. C'est beau. J'ai vendu ce week-end un autre très beau piano. Et la dame, bouleversée, ne voulant pas pleurer, je dis mais laissez-vous aller, c'est du bonheur qui va couler de vos yeux. Et là, elle s'est mise à pleurer. Mais elle n'aurait jamais cru qu'elle allait faire la démarche d'acheter un piano qui réellement la rend heureuse. Et ça, c'est merveilleux.
Bon, alors maintenant que vous nous avez fait pleurer, qu'on a regardé dans le rétroviseur de la brillance d'un piano pour voir la réaction des gens qui viennent vous rencontrer, et ça je crois que c'est très important, je crois on l'a bien compris, qu'il faut d'abord être en communion avec ces gens pour, en tout cas autant qu'on peut l'être et le faire, pour comprendre ce dont ils ont besoin. Moi j'aimerais aller dans cette balade dans le temps, à travers le Gérard Fauvin qui restaure, je l'ai dit dans la présentation, qui dorlote, qui ressuscite les pianos pour nous transmettre cette grâce ensuite de pouvoir être en tutoiement avec eux. Qu'est-ce qu'on va à votre atelier? Comment vous voyez les choses? Comment vous récupérez les pianos? J'aimerais passer du premier Steinway que je vous ai joué, qui a un passé, un vécu, qui est enrichi d'émotions, sur le piano tout neuf qui vient d'arriver. Oui, c'était ça qu'on voulait Et faire. ensuite, ce piano tout neuf, qui est encore tabula rasa, il n'a pas encore d'émotion. Je vais jouer à l'autre bout de la salle de concert un Pleyel de 1917, dont le type de son est totalement différent et dont les émotions ont remplacé, je dirais, la beauté plastique. C'est une femme de 60 ans, 70 ans, mais dont les yeux racontent tellement de choses qu'on est envoûté. Alors allons-y. Alors là, on passe une porte à côté de l'escalier d'entrée et nous sommes dehors. Alors c'est un peu le chemin que nous avions fait la dernière fois. Voilà, Gérard est en train de remettre des graines pour les oiseaux dans la petite mangeoire adaptée à cet effet. Nous passons à côté d'un nif plusieurs fois centenaire et qui montre qu'ici, eh bien, l'enracinement, c'est quelque chose d'important. Je le disais dans la présentation de l'émission, 35 ans, plus de 35 ans ici, coup de cœur. Ce coup de cœur continue, s'amplifie et nous passons maintenant dans les dépendances. Absolument. Et quand on est dépendant des dépendances, on comprend pourquoi. Nous arrivons ici dans C'est l'auditorium l'auditorium. Steinway and Sons. Ouais. Alors là, il y a les bicyclettes à piano, c'est-à-dire que vous avez une machine spécifique qui permet de mettre le piano sur le côté et de pouvoir l'emmener dans les salles de concert parce que, évidemment, vous louez ces pianos dans toute la Charente et au-delà. Oh là oui, 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 bien au-delà. Les locations pour des enregistrements de disques, ça va. Le dernier, c'était à Beaune, en pleine Bourgogne. Il y a aussi la Romanée-Conti. C'est des vins ou des pianos que vous êtes en train de nous décrire? Ce sont de bons cépages de piano. Alors, dans cette allons-y. pièce, oui, ces machines, puisque vous en parliez, permettent à une demoiselle de 25 ans et de 45 kilos, toute seule, de coucher un piano de 550 kilos, de le charger dans le camion, d'arriver au théâtre, de décharger le piano, j'insiste sur le fait, sans effort, de le mettre dans le monte-charge, on arrive sur la scène et elle couche le piano sans effort, sans risque et sans aucun dommage, ni pour sa santé, ni pour l'instrument. Grâce à la bicyclette, le piano déploie ses ailes. Alors là, on est, j'allais dire, dans une forêt de piano à queue et de Steinway, et on arrive sur une estrade, puisque c'est l'auditorium, et j'ose m'approcher et de monter sur l'estrade pour être à côté de vous afin de prendre le son de ce piano dont vous nous avez parlé tout à l'heure. Alors c'est un piano magnifique qui a été préparé pour moi à mes oreilles par un excellentissime technicien qui s'appelle Tadashi, qui est attaché à la maison Steinway. Et nous avons fait ensemble notre validation de stage Steinway Academy. Et donc Tadashi me connaît, on a passé 3 semaines dans la même maison à aller tous les jours travailler à côté de titans qui fabriquent ces œuvres d'art. Et l'instrument est arrivé et je vous laisse...
très beau. C'est très très beau. Je n'utiliserai pas le terme que j'utilise quand je suis en présence de quelques personnes. Mais ce piano est magnifique, mais il est encore vide. Il va falloir le remplir d'émotions, de sueur, de colère, de lutte pour en tirer sa magnificence. Et de l'autre côté de la pièce, regardez le tapis dans l'ombre, le moins éclairé, une laque qui fut belle et uniforme, une laque un peu ternie, un piano qui, tout en étant réformé par rapport aux autres pianos de concert qui encombrent la pièce, il sait intrinsèquement quelle est sa beauté à lui. On s'approche, il ne faut pas lui faire peur, il ne faut pas l'effrayer, il faut lui demander de chanter pour nous. Il va chanter pour nous, grâce à vous. On arrive à l'autre bout de la pièce et nous allons entendre ce piano qui, lui, est empreint d'histoire. Pleyel, 1917, le petit grand concert. Ne me dites pas que vous ne ressentez rien. Un piano comme celui-ci, 1917, imaginez les poilus dans les tranchées. Ce sont des femmes qui ont construit ce piano. Les hommes étaient au front. Elles ont réussi à garder pour ce piano de concert des charnières en laiton, des roulettes en laiton. À l'époque, on fabriquait des pianos avec de l'aluminium parce que le laiton servait à faire des balles de fusil et des obus. Ce piano est le chant du cygne, quelque part, la fin d'une civilisation européenne qui se croyait aboutie et qui, devant la planète entière, expose ses rivalités pour des queues de cerises. On a tué des millions de personnes, et pendant ce temps-là, des femmes, des retraités, des estropiés travaillaient dans les usines pour que quelque part des musiciens puissent continuer d'apporter la musique de Ravel, la musique de Debussy, la musique de Fauré, toutes ces musiques merveilleuses qu'elles soient. Les musiques ne sont pas allemandes ou françaises, c'est tout simplement de la musique. Moi, je ne sais pas jouer de Ravel, je ne sais pas jouer de Debussy ou de Fauré, ou de Saint-Saëns ou de Scriabine, mais ce piano est une merveille. Et les pianistes qui jouent dessus restent interloqués. Willem Lachumia, pendant Piano en Valois, a joué sur ce piano au théâtre de Ruel. Il était un peu déboussolé en arrivant. Pas déboussolé techniquement, c'est quelqu'un de tellement solide. Il a chez lui un grand piano avec une mécanique très lourde, un Bösendorfer des années 80. Là, c'est un piano qui est très léger. Le son lui-même est léger. Il passe, ouf, ça traverse la pièce. Ça n'a pas une puissance au niveau du bruit. C'est pas en décibels. C'est au niveau de la dynamique que l'on voit la richesse de cet instrument. Je trouve qu'il a une amplitude que n'a pas celui que vous venez de recevoir et dans le premier que vous avez joué tout à l'heure. Alors on pourrait dire finalement c'est peut-être un peu l'usure du temps, de l'humidité, de l'hygrométrie, de tout ça, des gens qui ont joué dessus, qui lui donnent cette profondeur. Alors ça j'allais dire c'est une mécanique pratiquement, mais vous mettez un supplément d'âme. Qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus ? La transformation entre le piano neuf que nous avons vu, qui est absolument magnifique, celui-ci qui a été fabriqué dans des conditions particulières, et vous nous avez fait référence à cette histoire tragique, mais où on a continué à jouer et à continuer à fabriquer. Et maintenant, ce piano, qu'est-ce que vous pourriez nous en dire dans son histoire et dans sa transformation entre le nouveau piano là-bas et celui-ci qui a vécu et qui continue à vivre ? Chers auditeurs, je m'adresse à vous en direct. Jean-Michel Lamazerolle, mine de rien, vient de dire des choses fondamentalement
je dirais extraordinaire, parce que c'est cela. Tod und Verklärung, Death and Transfiguration, mort et transfiguration. Le piano que nous venons d'entendre, ce Pleyel, est un piano fabriqué en 1917. On peut dire que sa carrière de piano de concert s'est terminée dans les années 50. De là, il est devenu un ancien piano de concert, puis un vieux piano de concert, et puis simplement un vieux piano qui n'intéressait plus personne. Et ce piano est arrivé ici par une histoire hors du commun. Ayant eu le privilège de passer à la télévision électrique couleur, lors d'une émission qui passe généralement vers 13h avec un monsieur qui avait un nom triple, c'était sur la première chaîne, comment ça s'appelle, qui a été mis, c'est pas PPDA, c'est un nom comme ça. Là, je ne vois pas pour l'instant. Bon, hein. Un présentateur, peu importe. Et donc, un petit film. Suite à ce film de 3 minutes sur France Inter, sur la première chaîne, je reçois des centaines de mails et d'appels. Et là, le jeu du chat et de la souris. Monsieur, je suis une vieille dame et j'ai un vieux piano dont je ne sais que faire. Pourriez-vous m'aider ? Bon, je réponds poliment. J'avais pas que ça à faire. Madame, faudrait déjà savoir si c'est un piano droit ou un piano à queue. Et la dame de me répondre immédiatement, c'est un piano à queue. Me dit, faut chercher les renseignements. Pourriez-vous me dire la marque, éventuellement le modèle et, si possible, son numéro. Le lendemain, j'avais la réponse. Alors là, ça m'intéresse. Pleyel, et le numéro, oui, 1917. Madame, pourriez-vous m'envoyer quelques photos? Mais bien sûr, monsieur. Et je reçois plein de photos. Et là, quelque chose en moi, non pas se brise, mais quelque chose de brisé se reconstitue. Les morceaux, il y a quelque chose qui m'excite dans cette histoire. Pendant 2 mois, on échange des mails. Je ne sais pas quoi en faire. Écoutez, moi, je peux venir le chercher. Où habitez-vous? À Lyon, au 4e étage. Et elle ajoute, un escalier par où le piano est monté, mais ne pourra pas redescendre parce qu'entre-temps, on a installé un ascenseur et il n'y a plus la place. Donc, ce piano n'a qu'un espoir, c'est d'être détruit pour être descendu en morceaux. Alors là, Fauvin s'offusque et je la fais court, mais un jour, elle me dit, après l'avoir montré sur mes conseils à plein de gens, qui ne sont même pas venus le voir, j'ai un élève du Conservatoire de Lyon qui va venir le voir après-demain. Et le après-demain, elle me dit, il est venu, il l'a regardé, il m'a regardé, il a dit, mais madame, c'est pour ça que vous m'avez fait venir? Mais vous avez vu la taille de ce piano? Comment voulez-vous mettre ça dans une chambre d'étudiant? Et puis, il n'a même pas la 3e pédale. Vous vous rendez compte, un piano sans 3e pédale? Mon Dieu, mais comment peut-on jouer d'un piano sans 3e pédale? Et là, elle dit, je crois que, ayant réfléchi, je vais offrir ce piano à la personne qui, de 1989 à 1992, au mois de février, occupait le poste d'accordeur dans le château de mon mari pour venir accorder ce piano qui était destiné à ma fille. Et là, je lis ça sur le mail et tout d'un coup, je vois le téléphone en bas, j'appelle. Allô? Bonjour madame, je voudrais parler à Suzanne Fontaine. Bonjour Gérard, comment allez-vous? Elle m'avait reconnu, elle m'a fait marner comme ça pendant 2 mois et elle m'a offert ce piano. Alors elle m'a offert un piano magnifique qui m'a coûté quand même 3 800 € parce que pour le transporter, ça a été la croix et la bannière. On ne voit pas les mouvements, mais il a fallu descendre le piano, le mettre debout sur le clavier, le tourner et le basculer du mauvais côté dans l'escalier, puis le retourner encore une fois debout, puis il est descendu sans mourir. Et arrivé ici, j'ai commencé un travail d'amélioration et de remise en état. Et plus je joue sur ce piano, plus je l'aime. Mais l'histoire n'est pas terminée. J'espère bien. Parce que 2 ans après, le piano était là-haut, sans étiquette. Et
Fabienne m'appelle du bureau, j'étais à l'atelier. Gérard, il y a une dame qui dit qu'elle t'a donné un Pleyel et elle veut venir le voir. Elle est déjà sortie du magasin, elle arrive. Et là arrive une, entre guillemets, vieille dame, charmante, sortant de chez le coiffeur avec les cheveux tout comme il faut. Bonjour Gérard. Elle était venue avec sa petite Clio. Elle avait traversé la France, 83 ans, sans aucun problème. Elle était venue voir ce que j'avais fait de son bébé. Et son bébé a commencé ici une carrière d'enregistrement de disques. Et je lui ai dit, écoutez, Suzanne, je vais vous faire un aveu. J'ai une volonté farouche de faire découvrir la beauté de ce piano à des tas de gens. Donc, je le propose actuellement à des artistes pour des enregistrements de disques. Et il y a eu Alain Meunier, violoncelle, Anne Le Bozec, piano, qui ont enregistré le premier disque sur ce piano. Depuis, il y en a eu 3 autres. C'est un son différent qui a engrangé ce que j'appelle les émotions, le jeu, l'usure, comme tu l'as dit Jean-Michel, l'usure des pièces, l'usure des marteaux, l'oxydation des cordes. Tout ça repris, travaillé, amélioré, sans défigurer le piano, c'est-à-dire sans chercher à lui donner le son d'un piano neuf d'aujourd'hui. C'est un Pleyel. Il gardera, moi vivant, tant que ça sera possible, le son Pleyel. C'est une magnifique histoire. Qu'est-ce qu'ils ressentent quand ils viennent jouer sur cet instrument? Et comment il se passe le message? Enfin, un petit peu l'histoire de la vie de cette maison. Parce que là, on parle de piano, on parle de cette relation privilégiée que vous avez avec eux, de cette histoire où vous avez embarqué plein de monde. Ce département est aussi au-delà. Mais maintenant, si on revient là avec une personne qui va tutoyer ce piano, comment est-ce qu'elle réagit? C'est parfois des jeunes, peut-être des moins jeunes. Qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus, des gens qui viennent ici pour enregistrer, par exemple? D'abord, le bouche à oreille nous donne la chance de ne pas oublier qu'il y a des sociétés où le bouche à oreille, la transmission orale, a toujours une valeur. Quand un pianiste prof au Conservatoire de Paris croise un autre pianiste prof au Conservatoire de Paris, qu'est-ce qui se raconte? Des histoires de pianistes et de piano. Ah tiens, j'ai joué à Cherbourg. Ah bon, et le piano était comment? Ça, c'est toujours la première question. Et puis, ah bon, un Pleyel, mais il est comment? Écoute, c'est incroyable, mais il est magnifique. Mais la mécanique, oh ben écoute, la mécanique, franchement, il n'y a aucun problème. Tu joues, tu es surpris, et 2 minutes après, tu es conquis. Ah bon? Ah ben j'irai peut-être le voir. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Nicolas Angelich, immense pianiste, devait venir ici. Alors c'est lié à Jean-Baptiste Fonlupt qui donne aussi des concerts ici, qui est un immense pianiste français. Il l'a essayé, il l'a joué, il a passé des heures dessus. Et il lui en a parlé, il a envie de venir essayer ce piano. Alors leur réaction, par exemple, aux uns ou aux autres, qu'est-ce qu'ils en disent? Moi je ne suis pas spécialiste, qu'est-ce qu'ils en disent? Qu'est-ce qu'ils vous en disent? Quand je vois Jean-Michel Lamazerolle me poser cette question, il a déjà la réponse dans les yeux. Qu'est-ce qu'ils en disent? D'abord, ils disent rien, parce qu'il ne faut surtout pas faire croire aux gars Fauvin que c'est gagné. Donc, on cache un peu ces sentiments. Et puis, au bout d'un moment, ils disent oui, c'est pas mal, c'est intéressant. Bon, ben, je vais travailler un peu, ça veut dire dégage, fiche-moi la paix, je veux être tranquille tout seul avec le piano. On ne fait pas l'amour avec une inconnue sous le regard de son mari. Enfin, du moins, à mon avis. Donc, je le laisse seul. Et quand je reviens au bout de 1 heure, 2 heures, 3 heures, des fois, c'est simplement pour dire « On mange !»« Oui, j'arrive !» Un quart d'heure après, « Ça va refroidir !»« Oui, oui, j'arrive !» 20 minutes après, « Ça va brûler !»« Oui, bon, j'arrive !» Et là, c'est gagné. À partir du moment où c'est trop cuit, c'est que le pianiste a aimé le piano. Et ils y passent des heures. Et après, maintenant, ce piano qui est là va continuer sa vie dans des salles de concert, toujours avec son mari, Gérard Fauvin, puisque c'est ce que j'ai pu comprendre en écoutant. Oui. Cette belle fidélité partagée.
Absolument. Alors, une fidélité partagée parce que un piano comme celui-ci, quand il est tout beau, on sait qu'il ne va pas le rester. Tous les pianos qui sont ici, même l'absolu de l'absolu, même ce fabuleux Steinway, mon grand queue de concert, dont Keith Jarrett a dit « Je crois que j'ai joué ce soir le plus beau piano de ma vie ». Quand on sait que Keith Jarrett, c'était quelqu'un qui disait beaucoup de mal des pianos qu'on lui proposait, ça me fait plaisir. C'était en 2017 à Bordeaux. Et que Hélène Grimaud a dit la même chose en 2018, ce piano est une merveille. Pourtant, là, je le mets sur ses pieds et on serait déçu, parce qu'il n'est pas parfait. Parce que ces pianos ont besoin en permanence d'un soin. Il faut les nettoyer le son, il faut corriger des petits bruits mécaniques. C'est simple, le grand chef rentre dans la cuisine, il y a des légumes magnifiques, il y a une tranche de bête morte, il y a des épices. S'il revient 2 heures après, rien ne s'est passé. Il faut travailler sur la matière première, la matière brute, pour en faire, je dirais, une pierre philosophale. C'est très beau ce que vous dites là. Ça veut dire que vous arrivez en amont et vous êtes, j'allais dire, le chef qui va mettre, comment dire, qui va faire la cuisine du piano pour qu'on puisse ensuite le déguster. C'est-à-dire que le pianiste ou la pianiste va pouvoir jouer dans les meilleures conditions possibles et dire c'est le plus beau piano sur lequel j'ai pu jouer. Absolument. Alors que vous pensez que non, sans doute. Je pense que c'est très éphémère. Je suis censé savoir tout faire sur le piano, mais je ne sais pas quoi faire. Le pianiste ne sait rien faire. Alors lui, l'échappement, l'enfoncement, le poids, la répétition. Par contre, lui, il va me dire, tu vois, là, j'ai du mal à répéter. Les 2 notes à côté répètent très bien, celle-là ne répète pas très bien. Moi, dans ma tête, je sais que c'est le ressort de répétition. Je regarde, je lui montre, est-ce que comme ça, c'est mieux? Ah ben c'est parfait, merci. Et là, 1 minute après, et est-ce que là, tu crois que tu pourrais faire quelque chose? Alors là, c'est pas mécanique, c'est sur le son. Je voudrais que les aigus soient plus vaporeux. Ah, des aigus vaporeux. Alors, dictionnaire, traduction entre langage de pianiste et langage de technicien. Plus vaporeux, ça veut dire que je vais tamponner légèrement les têtes près de la zone de frappe et que je vais augmenter ou diminuer plus exactement la distance entre le marteau et les cordes. Ça va presque rester en contact avec la corde. Et là, il va dire « Ah, ça là, c'est ce son-là que je voulais ». Mais c'est une aventure humaine, c'est permanent et tous les jours, on réapprend les gestes et on réapprend des traductions entre les différents langages. Ah ben ça, c'est aussi une très belle explication de votre métier de technicien, parce que vous me dites toujours quand vous jouez du piano, mais moi, je ne sais pas jouer. J'écoute, je ne sais pas jouer. Et pourtant, vous passez votre vie à écouter ces pianos, à leur donner plus de volupté, plus de rigueur, je ne sais pas, ce que vous venez de nous expliquer. Parce que dans votre tête, vous êtes un traducteur immédiat de la volonté de l'écoute du pianiste. Oui. C'est assez extraordinaire de voir que je fais aimer des pianos à des pianistes qui au départ ne les trouvaient pas bons, pas beaux, ou du moins inadaptés à leurs rêves intérieurs. Et il y a des pianistes qui arrivent ici, je leur dis « Ah, celui-là, il n'est pas beau, le jouez pas, vous allez être déçus, il n'est pas beau. » Il se met à jouer, et tout d'un coup, je me dis « Mais j'aurais mieux fait de la fermer. » Mais quand lui le joue, il est beau, ce piano. Et là, les bras tombent, la mâchoire descend et on écoute. Et là, le pianiste te regarde et il dit « Mais il est beau ce piano ?» Ben oui, mais quand moi je le joue, il n'est pas beau. Ouais, ça, c'est vraiment intéressant. Ce que j'aimerais, c'est que vous nous jouiez quelque chose ailleurs avant qu'on termine l'émission, ou enfin ailleurs, ici, autour de nous. On ne peut pas terminer, on vient de commencer. Eh bien non, on va terminer dans très peu de temps. Alors Jean-Michel, on passe vite fait à l'atelier, parce que ce que j'ai trouvé, ce que je me suis inventé comme technique,
Il faut savoir qu'aujourd'hui à Pétignac, il y a des gens qui travaillent, qui pratiquent ce métier. Ils viennent de revenir à l'instant même du LISA où ils ont effectué un petit dépannage. Et ils sont là. Et ce sont eux qui sont, je dirais, les dépositaires du travail et du savoir-faire. Encore une fois, un piano complètement merveilleux. Un Steinway qui vient des États-Unis. On est rentré dans l'atelier, là. On est rentré dans l'atelier. Voilà. Je vais fermer la porte parce que allez-y. La température est importante, évidemment, pour les pianos. Permanent de la température et de l'hygrométrie que nous avons ici. Il faut mettre la machine en marche. On est à 48% d'hygrométrie. C'est une catastrophe. Non! Alors, pas le déshumidificateur. L'humidificateur, le gros, qui fait un raffut du tonnerre, on le fera après le passage de nos amis de RCF. Voilà un piano qui a traversé l'Atlantique. Un piano qui a été choisi, j'ai 2 lettres d'accompagnement avec ce piano. C'était un pianiste, un grand pianiste qui n'a pas fait carrière. Il s'appelait David Hetrick. Aux États-Unis, prof d'université. C'était un monsieur qui faisait du 4 mains et du 2 piano avec Alfred Brendel. Donc, on ne se pose pas de questions. Il a passé 8 ans de sa vie à essayer de trouver le piano de son rêve. Et voilà le piano. Ce piano, pareil, on est dans le binôme. Je l'ai racheté à la veuve de ce pianiste. Et cette femme s'est révélée être une femme merveilleuse, qui nous a accueillis chez elle. Quand j'ai voulu enlever la couette, la housse de protection du piano, c'était j'ai senti qu'il ne fallait pas. C'est elle-même qui, pendant 20 ans, pliait soigneusement le drap de soie, le drap de coton, la couverture en laine. Son mari était debout, la regardait faire. Elle enlevait la housse tous les jours. Elle ouvrait le piano et lui s'installait et se mettait à jouer. Au lieu de jouer, j'ai envie de demander à Mathieu, qui est en train de travailler, qui revient de l'item où il a passé 2 semaines. Non ? Ça va être très compliqué. On viendra interviewer Mathieu parce que là, on n'a plus le temps. Alors, si on n'a plus le temps, qu'est-ce que je peux dire ? Qu'encore une fois, le vieux Steinway carré. Note pour les auditeurs, un Steinway carré est un piano rectangulaire. Voilà, qui fait à peu près 2 mètres sur 1 mètre. Ce piano, avec une sonorité extraordinaire, lui aussi, est très différente, part au conservatoire de Limoges, au conservatoire à rayonnement régional, où il va servir pendant 6-7 mois aux pianistes. Voilà la sonorité d'un piano de 1863 dans son jus. Eh bien, c'est sur ces notes, dans ce temps de Noël où nous allons diffuser cette émission, et dans ce beau conte, dans cette, je ne sais pas moi, cette entre particulière, oui, j'allais pas dire crèche, où nous avons été ravis, cher Gérard, de vous retrouver pour une nouvelle émission. On vous écouterait encore des heures. Alors peut-être on en refera des émissions avec vous, sans doute, et avec les gens qui travaillent avec vous. C'est ce que j'ai dit au début. C'est aussi une maison communautaire ici où on travaille, où on apprend, où on passe et où on se passe les infos et le savoir-faire, le savoir-être. On vous remercie beaucoup et on vous dit à bientôt. C'est moi qui vous remercie. On vous dit à bientôt, Gérard. À très bientôt. Merci, Jean-Michel. À la semaine prochaine pour une autre émission d'En Direct de chez vous.